On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. C'est l'heure d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. On parle évidemment de plusieurs journées de grève qu'ont vécu, évidemment, les parents cette semaine. Il y en aura manifestement d'autres parce que, sauf dans le cas de la FAE là, qui poursuit sa grève, il y aura une suspension pour ce qui est des autres groupes, là, mais manifestement, on n'est pas prêt à une entente de principe, là. Non, on n'est pas près d'une entente. Tout à l'heure, François Legault a quand même répété son message là, que son gouvernement était prêt à bonifier l'entente sur le plan financier si on était prêt à s'asseoir du côté syndical et à bouger du côté de la flexibilité. Écoutez, on s'entend qu'on est embarqué pour des grèves, mais il y a quand même des écarts de stratégie syndicale qui doivent être notés parce que le discours, quand même, du Front commun cette semaine a changé un petit peu, là. On est resté ferme, dur à défendre. Mais mercredi matin, plutôt que d'annoncer... Moi, je m'attendais à ce qu'ils annoncent pendant leur journée de grève, qu'ils en annoncent d'autres, qu'ils annoncent les prochaines ou la prochaine vague de grève. Au contraire, mercredi matin, quand même, les dirigeants du Front commun ont calmé le jeu. On dit, nous, on n'annonce pas d'autres journées de grève. On laisse travailler le conciliateur. Donc, c'était... Je dis pas que ça va mener à une entente magique là, demain après-midi, mais ça changeait un petit peu la dynamique. Puis là, aujourd'hui, c'est la FIC qui dit, on vient de finir, la FIC était en grève hier et aujourd'hui. Ouais. Et même chose, la FIC dit, on ne profite pas de ces journées de grève pour en annoncer d'autres pour l'instant. On a passé notre message, puis on va voir. Donc, est-ce que ça négocie un peu plus qu'on pense avec ceux-là? Et je vais dire que je suis pas dans la tête des dirigeants syndicaux, mais peut-être qu'à la FAE, on est un peu déçus, là. J'ai l'impression, moi, que la FAE s'est dit, garde, nous autres, on va le montrer, là. On va partir en grève générale illimitée, puis les autres syndicats n'auront pas le choix. Une fois qu'il y en a un en grève générale illimitée, les autres n'auront pas le choix de suivre. Or, Sylvain, la semaine prochaine, là, on va se le dire, là, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants là, qui disent, on croit à nos convictions, mais ils vont la trouver tough. Ils vont être les seuls en grève. Ça klaxonnera plus fort. Il va y avoir des petits nombres là, devant les écoles, des syndiqués de la FAE. Ils n'ont pas de fonds de grève vraiment là, pour payer leur salaire. Pas de fonds de grève. Pas un sou qui rentre pendant ces journées-là. Puis la pression ne sera pas si immense sur le gouvernement parce que dans le fond, il y a 60... dans la distribution des enseignants, le chiffre rond, là, c'est 60 CSQ, 40 FAE. Bon, évidemment, dans certains... Si tu parles à Montréal, ben là, c'est FAE. Si tu parles à Laval, c'est FAE. Il y a des régions entières là, qui sont frappées. Mais c'est juste que pour la FAE, ça va demander du courage, de la ténacité de se retrouver seul dans la grève générale illimitée pendant que tous les autres vont être revenus au travail. Puis peut-être qu'on commencera à voir au cours de la semaine prochaine des rumeurs que, je sais pas, moi, la FIC ou le Front commun ont des avancées dans les négociations. Alors, la FAE s'est placée dans une position qui demande beaucoup de courage. Et corrige-moi, mais il faut aussi, lorsqu'on déclenche la grève, elle est automatiquement illimitée. On peut pas avoir des grèves ponctuelles, ça se peut? Ben, c'est-à-dire qu'on pourrait. Les autres syndicats, ils sont dans leur droit de grève. Donc, ils pourraient réannoncer, par exemple, le Front commun pourrait réannoncer début décembre une journée ou un autre bloc de 3 journées. Ou ils ont des mandats là, de leurs membres. C'est ça. Ben là, dans le cas de la FAE, on est parti. Une fois que tu as annoncé une grève générale illimitée, si tu y renonces puis tu rentres au travail, c'est quasiment comme à la guerre, le drapeau blanc. Là. C'est quasiment comme dire, ben là, nous, on est épuisés par la grève, nos membres veulent revenir à gagner des revenus, puis on lève le drapeau blanc, puis on abandonne un peu le combat. Oui, très. Ouais. Très, très. Ils sont dans une position difficile. Bon, en fin de semaine, congrès évidemment important pour Québec solidaire. Là. Il faut en parler. On va donc choisir une remplaçante à la co-chef, co-porte-parole, qu'on l'appelle évidemment, Manon Massé, qui demeure évidemment au sein de Québec solidaire, mais donc laisse la place à 3 candidates qui ont fait campagne quand même, là, 3 candidates qui ont quand même une certaine influence. Là. C'est un congrès important pour Québec solidaire. Oui, il y a comme 3-4 enjeux dans le congrès. Le plus gros, on vient de le nommer. Hein, je pense que c'est ça, c'est choisir une remplaçante à Manon Massé. Ils sont pas mal pris. Là. Ils ont 3 candidates de calibre. Ils ont 3 candidates respectées, charismatiques, avec chacune des qualités. Donc, de ce point de vue-là, l'une ou l'autre, là, le parti s'en sort, à mon avis, s'en sort bien, s'en sort avec un nouveau visage. Bon, c'est des
ça va être difficile de remplacer Manon Massé. Elle a vraiment fait sa marque. Elle a été un personnage important dans le parti, mais elles ont le calibre pour prendre la place. Donc ça va être un enjeu, mais il y a un enjeu dans l'enjeu. Exemple, si Ruba Gazal est élue, elle a fait campagne, elle, sur une politique très indépendantiste, là, de ramener l'idée de souveraineté plus clairement dans le discours quotidien de Québec solidaire. Alors que Christine Labrie, c'est plus le social. La souveraineté, oui, on est souverainiste, mais là, c'est pas là-dessus qu'on fait notre pain et notre beurre. Il y a l'aspect des régions, là, si c'était Émilise Lessard-Terrien. Donc chacune arrive avec un discours, avec une vision. Après ça, autre enjeu, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Est-ce que, il y a eu un petit peu de chiolage contre lui, le livre de Catherine Dorion. On entend ça, qu'il y en a qui trouvent qu'il joue un peu aux politiciens traditionnels, que ça fait pas assez Québec solidaire, qu'en campagne électorale, il a fait à sa tête. Des fois, il y a du chiolage, puis tu arrives sur un vote de confiance, puis tu te rends compte dans le résultat que finalement, la large majorité des gens sont encore avec lui, puis le reste, c'est du petit placotage. Mais il y a quand même des gens qui se demandent est-ce qu'ils pourraient se retrouver avec un pourcentage affaibli, là. Et là, qu'est-ce que ça signifierait pour la suite des choses, pour lui dans sa relation? C'est une nouvelle co-porte-parole, puis un Gabriel Nadeau-Dubois affaibli. Est-ce qu'on pourrait le voir moins, laisser plus de place à la femme qui va être élue co-porte-parole? Alors ça, c'est important. Puis après ça, il y a quand même l'enjeu de voir un peu l'unité du parti. Il y a eu, au lendemain de l'élection, beaucoup de déceptions sur le résultat. Hein? Le parti avait progressé beaucoup à l'élection de 2018, peu à l'élection de 2022. Il y en a certains qui ont attribué ça. On a voulu faire trop de compromis, on a voulu plaire à l'électorat plutôt de rester fidèle à nos convictions. Donc, il y a toutes sortes d'explications différentes là, parmi les militants sur pourquoi c'est arrivé. Est-ce que ça pourrait conduire à des déchirements entre les plus radicaux, les plus puristes et les plus pragmatiques qui veulent faire du progrès électoral? Tu t'en sais quelque chose, Mario, quand même. L'idée d'un parti qui émerge et qui finalement avance, c'est d'élargir en quelque part à un certain moment son électorat. Et inévitablement, la décision est de dire, est-ce qu'on dilue un peu ou bien on reste ferme? Et là, on voit les conséquences après, là. Ouais. Mais les partis très à gauche, comme Québec solidaire, sont particulièrement militants. Puis certains militants sont attachés à des principes politiques très forts. Donc, sont moins peut-être versés dans un certain pragmatisme. Donc, c'est ça qui va être à voir. Par contre, il y a peut-être des plus récemment embarqués dans Québec solidaire qui, eux, vont dire, là, regarde, moi, je me suis joint à un parti. Oui, je suis plus à gauche, mais je me suis pas joint à un parti pour devenir le NPD, là, qui est dans l'opposition, qui a l'air d'être dans l'opposition pour l'éternité à Ottawa. Il y en a qui vont vouloir dire, regarde, il faut élargir, il faut aller chercher un électorat en région, un électorat plus large. Donc, puis tout ce que je viens de dire là, ça peut se faire dans le cadre de débats très respectueux d'un parti qui en sort uni. Mais ça pourrait être aussi l'objet de tension où on se dit dimanche soir, oups, le parti est quand même divisé. Donc, c'est tout ça qu'on va surveiller là, entre aujourd'hui et dimanche prochain. Très intéressant à suivre, bien sûr. Un mot, Mario, sur enfin la libération des otages et une trêve là, au Proche-Orient? Oui. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis il y a tout le scénario là, qu'on dit, pour chaque 10 otages, Netanyahou a dit on pourrait prolonger d'une journée la trêve, donc elle pourrait durer, 4 à 5 à 6 jours, peut-être une semaine. Et moi, quiconque est d'une nature un tant soit peu optimiste, même si on nous dit non, la guerre doit reprendre après, Israël dit, nous autres, on a un travail, une mission à accomplir. Il reste, Sylvain, qu'on ne sait jamais dans la ville. Il y a un canal de communication ouvert, on l'a vu, un canal qui a été efficace pour arriver à cette entente. Fait que, une fois que la guerre est arrêtée, peut-on rêver qu'elle ne reprenne pas ou pas de la même manière, ou en tout cas que ceux qui ont négocié les otages négocient d'autres choses? Je pense qu'on peut au moins mettre une note d'optimisme là, qui n'existait pas, mettons, il y a 10 jours. Alors, voilà. Puis pendant ce temps-là, au moins l'aide humanitaire rentre à Gaza, donc il y a des choses positives. Reste que il y a là-dedans, j'en parlais hier dans mon émission, il y a là-dedans un peu de réflexion. Tu sais, les gens qui sont des puristes des élections proportionnelles, là. Puis c'est vrai qu'il y a de grands avantages. Notre vieux système anglais a des méchants défauts. Tu sais, des opinions qui passent un peu là, dans la moulinette parce qu'ils disparaissent. Mais là, tu as l'autre extrême, d'un système purement proportionnel. Et tu sais, ce qui fait que cette entente a été si dure à obtenir, qu'aujourd'hui, il y a un ministre qui menace de démissionner, parce que le gouvernement est formé d'une coalition avec un paquet de petits partis
qui se retrouvent au pouvoir avec 5-6 sièges et qui sont des fondamentalistes religieux extrêmes qui n'auraient pas la moindre chance d'obtenir des sièges dans un système plus semblable au nôtre, mais qui, là, dans le cadre d'une proportionnelle à peu près pure, là, finissent par se retrouver avec leur poignée de sièges. Puis là, ben, pour former une coalition de gouvernement, il faut que tu additionnes, OK, je vais prendre ces 5 sièges-là puis ces 6 sièges-là. Puis là, tu donnes des pouvoirs quand même importants, des droits de vie ou de mort sur le gouvernement à des gens qui ont des positions qui sont pas très, très centristes, là, pas très rassembleuses. Ben, le problème, c'est qu'évidemment, le premier ministre Netanyahou a voulu se lier à ces gens-là, sinon il ne serait pas au pouvoir actuellement. Ouais. Mario Dumont, c'est ça. Merci beaucoup.